Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pour vous présenter la pensée de René Barjavel. On va le faire d'abord au travers 4 de ses livres. Donc je vous présenterai en premier Ravage, ensuite La Tempête, ensuite La Nuit des Temps et enfin Le Grand Secret. Et en toute fin de vidéo, je répondrai aux critiques qu'on peut trouver sur Internet, notamment sur YouTube, chez certains booktubeurs ou chez certaines personnes qui présentent des livres et qui accusent Barjavel de misogynie, qui le taxent de racisme, voire même de pétinisme. Et donc je me propose de répondre à toutes ces critiques et voir si véritablement René Barjavel était un raciste, misogyne et pétiniste. Allez, on est parti. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous reçois dans un endroit qui est un petit peu abîmé, vous inquiétez pas, c'est pas chez moi, je suis en train de visiter un château abandonné. Donc voilà, c'est ici que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et de vous parler de Ravage de René Barjavel. Et en fait c'est une dystopie que je trouve extrêmement intéressante et qui lève des problématiques qui sont très modernes me semble-t-il et qui sont très intéressantes dans l'époque qui est la nôtre. Alors dans un premier temps, je vais te parler de l'histoire en fait, dans les grandes lignes, je vais t'expliquer ce qui se passe dans le bouquin et puis ensuite on va analyser ensemble ce qu'on trouve dans ce livre et ce qu'a voulu nous dire René Barjavel, me semble-t-il, par ce livre. Alors l'histoire elle est assez simple en fait, on commence en fait par suivre une personne qui vit à Paris et qui vit dans cette grande ville qui est toute pleine de mécanique, de mécanismes, d'électronique, de machines, de voitures, de trains qui vont à 300 km/h. Voilà, on est dans une société futuriste, il y a des grands immeubles avec de grands ascenseurs qui vont très très vite, vous ne faites plus à manger avec des fruits et des légumes qui sont cultivés dans des champs. Tout ça est fait dorénavant à l'usine. J'ai trouvé extrêmement moderne aussi le fait qu'ils nous disent que la viande soit faite à l'usine. Ça fait écho à ce qu'on peut entendre ici et là de la part de végétariens ou de véganes qui nous expliquent qu'on pourrait dorénavant manger des steaks qui seraient cultivés comme ça à partir de cellules. Donc voilà, on trouve cela dans le livre de René Barjavel et donc il nous décrit une société comme ça qui est hyper centrée autour de la technologie, en tout cas dans les grandes métropoles. Et voilà, tout fonctionne autour de la technologie, tout fonctionne autour des radios, des télés, tout fonctionne autour de tout ce qui est voiture, tout ce qui est train, tout ce qui est fusée, puisque on n'utilise plus beaucoup en fait les routes. Les véhicules vont dorénavant en fait dans les airs et vous pouvez aller, je sais pas, de Paris à New York en quelques minutes. Enfin voilà, on a véritablement une technologie en fait qui est omnipotente, omniprésente en fait partout dans le quotidien des gens de cette époque. Et donc on suit en fait une femme en fait qui arrive à Paris et qui est là pour faire des études en fait et qui finalement se retrouve à devenir chanteuse parce qu'elle a été repérée en fait par le patron d'une radio en fait qui lui est une personne qui vit extrêmement bien au niveau de cette métropole qu'est Paris avec tous les mécanismes qu'il y a. C'est quelqu'un qui est aisé, qui a de l'argent, qui a plusieurs avions, qui a plusieurs appartements, qui décide de faire la pluie et le beau temps dans le milieu qui est le sien. Et donc, la jeune fille est forcément en fait séduite par ce pouvoir qu'a cet homme-là, alors que physiquement, il n'est pas beau. Cette personne qui s'appelle Blanche, cette jeune Blanche en fait, elle a un ami d'enfance qui vient la voir et cet ami d'enfance, c'est quelqu'un qui est de la province et qui lui sait cultiver la terre. Il fait partie des rares fermes où on cultive encore en fait à l'ancienne, nous disent-ils, le blé, les céréales, qui égorgent des animaux, qui tuent des animaux eux-mêmes, qui les élèvent et les tuent et les mangent. Donc voilà, on a quelqu'un en fait qui vient de la véritable vie telle que nous la connaissons encore aujourd'hui et encore dans les métropoles, on se rapproche plus de ce que nous décrit René Barjavel. Et on a quelqu'un en fait qui vient de la campagne, qui est lui par contre extrêmement pauvre. Il est riche en savoir, il est robuste, nous le verrons dans la suite de l'histoire, mais c'est quelqu'un qui au niveau argent n'a rien. Et donc, il monte à Paris en fait tout simplement pour voir Blanche, qui est son amie d'enfance et avec laquelle normalement ça n'a jamais été dit, mais il est censé se marier puisque leurs parents respectifs sont d'accord et ont tout fait pour.
Et donc Blanche, eh bien, à un moment, doit choisir entre un rendez-vous en fait avec celui qui va faire d'elle une star, celui qui est directeur de radio, et son ami d'enfance. Et donc elle choisit en fait, parce qu'il lui a forcé la main, d'aller avec le directeur de radio. Et donc, avant le rendez-vous avec son directeur de radio, elle va quand même aller voir son ami d'enfance et lui dire que finalement, elle ne peut pas venir le voir tout de suite parce qu'elle a déjà un rendez-vous. Non, elle va lui mentir, pardon. Elle va lui dire que c'est parce qu'elle est fatiguée. Et donc, on voit que, eh bien, elle a choisi en fait le directeur de radio, quand bien même elle n'a aucun sentiment pour lui, quand bien même il est laid. Il lui promet une vie en fait très confortable, une vie avec tout un tas de machines et tout un tas de personnes à son service. Et donc elle choisit en fait cette personne-là. Et quand elle va voir son ami, en fait, le contraste est accentué tout simplement parce que chez son ami, là où il vit en attendant pour venir la voir à Paris, eh bien, il y a des trous dans le toit. Il est obligé de mettre des casseroles en fait pour que l'eau tombe pas par terre et qu'elle tombe dans des casseroles. Donc c'est quelqu'un qui vit véritablement, en tout cas dans la misère financière. Et donc, à ce moment-là du livre, à peu près, eh bien, arrive quelque chose qui normalement ne peut pas arriver. On ne sait pas pourquoi tout au long du livre, on ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, d'un coup, il n'y a plus d'électricité. L'électricité s'arrête et au départ, on croit à un attentat, au départ, on croit à un problème technique, on croit à tout un tas de choses, mais on s'aperçoit vite, en fait, tout au long du livre, eh bien, que l'électricité s'est arrêtée absolument partout. Et donc, eh bien, il faut imaginer la chose, hein, c'est-à-dire que vous êtes en plein Paris et d'un coup, l'électricité s'arrête. C'est-à-dire que les trains qui vont à plus de 300 km/h, eh bien, n'ont plus de frein, s'éclatent dans les murs. Vous avez les avions qui tombent de partout sur la ville, des incendies qui se déclarent absolument partout, de l'eau qui n'est plus disponible parce que, eh bien, plus personne n'est capable de filtrer l'eau, puisque l'eau va dans des stations d'épuration et est ensuite distribuée dans tous les immeubles de Paris. Donc vous avez des gens en fait qui sont là, qui sont dans un Paris, qui sont dans une métropole, dans une mégapole même on pourrait dire, où plus rien n'est disponible par les machines, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de nourriture, en tout cas pas plus que celle qu'il y a déjà dans les entrepôts. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a absolument plus rien. Plus d'ascenseurs pour monter dans les tours qui ont quelque chose comme 100 ou 150 étages, il n'y a plus rien pour diffuser l'information, il n'y a plus de véhicules pour se déplacer, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus que les chevaux. Bref, tout ce qui est électrique et tout ce qui fonctionnait à l'électricité ou d'une manière mécanique comme les armes, voilà, tout cela ne fonctionne absolument plus. Et en fait, on va suivre dans toute la suite du bouquin, eh bien, l'ami d'enfance de Blanche, et en fait, on va voir que son ami d'enfance, dans ce monde-là, eh bien, est beaucoup plus fort que son directeur de radio, qui lui va mourir dès les premières pages du livre. Et donc, l'ami d'enfance de Blanche va aller chercher Blanche. En fait, l'ami d'enfance de Blanche s'appelle François. Et en fait, on va suivre Blanche, François et tout un groupe duquel va s'entourer François et dont il va être le chef. Eh bien, on va voir ce groupe évoluer, sortir d'un Paris qui est complètement apocalyptique. Des incendies se sont déclarés partout. Les religieux sortent et prient le bon Dieu. Ils croient que c'est une colère divine. Les gens qui ne sont pas habitués à marcher, qui ne sont pas habitués à se déplacer, eh bien, vont mourir très vite, ils vont mourir de soif, ils vont mourir de faim, il va y avoir des pillages, il va y avoir des rapines, des clans vont se former les uns contre les autres, ils vont essayer eh bien, d'obtenir eh bien, la nourriture, les médicaments ou l'eau. Et en fait, François, avec son groupe, décide de quitter Paris et de retourner en fait dans sa province natale. Et donc, on va suivre tout le parcours en fait de ces gens qui vont aller de Paris à leur province natale et ils vont rencontrer tout un tas de problèmes. Et on va voir que, eh bien, sans technique, sans technologie, sans mécanique, eh bien, la vie est véritablement différente et la vie est beaucoup, beaucoup plus dure. Mais ce qu'on va voir aussi, eh bien, c'est que sans cette mécanique, sans cette électricité, sans cette technologie, eh bien, il va y avoir un apocalypse massif et la plupart des gens sont incapables de survivre sans mécanique, sans technologie et sans tout ce confort-là. Et donc, eh bien, une grande partie de la population française va mourir en fait lors de ces événements où eh bien, les objets mécaniques, encore une fois, sans qu'on comprenne pourquoi, ne fonctionnent plus et depuis que l'électricité s'est arrêtée. Et donc, l'humanité en fait a manqué de s'éteindre. Et au final, eh bien, François va former autour de lui eh bien, des gens qui sont capables, comme lui, de cultiver la terre, qui sont capables de récupérer l'eau de pluie, qui sont capables de filtrer l'eau des fleuves, qui sont capables en fait de vivre sans argent, qui sont capables de vivre sans machine
Et donc, il va former beaucoup de gens comme ça. Et en fait, ils vont repeupler petit à petit, en fait, eh bien, la France, plusieurs régions françaises, avec des gens qui sont dorénavant capables, en fait, de se débrouiller sans machine. Donc, on arrive, en fait, à la fin du livre et tout simplement, on voit une nouvelle civilisation émerger sous nos yeux. Une civilisation de cultivateurs qui cultivent céréales, fruits et légumes, d'éleveurs qui vont élever plusieurs catégories, plusieurs espèces d'animaux. Et puis, on a des personnes qui vivent selon les règles de la terre, c'est-à-dire avec beaucoup de labeur, de manière assez difficile, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué de survivre quand on est auprès de la terre et quand on vit selon les règles de la terre que de vivre avec la technologie, avec la mécanique comme aide. Et donc François, voilà, lui a identifié tout simplement la mécanique comme étant, enfin la technologie au sens large, comme étant ce qui a failli éteindre l'humanité, et je vous expliquerai après pourquoi. Mais donc à la fin du livre, on a quelqu'un qui arrive avec une voiture, en fait, parce que, eh bien, de son esprit, malgré qu'il n'ait pas eu le droit de lire des livres, de son esprit a émergé, en fait, eh bien, un plan mécanique d'une voiture. Comment, en fait, est-ce que ça lui est venu à l'esprit? Bien, tout simplement parce qu'il a vu, en fait, la vapeur sous pression dans une cocotte minute, pardon. Et donc, il a vu, eh bien, qu'il pouvait éventuellement faire un véhicule avec ça. Et donc, il veut donner ce véhicule à François lors d'un anniversaire pour lui faire plaisir parce que c'est un fidèle de François. Sauf que François, eh bien, se met très en colère. Personne ne comprend pourquoi, mais il se met très en colère. Et en fait, il va tuer celui qui a fabriqué la voiture. En tout cas, il va y avoir un combat à mort et je vous laisserai voir dans les détails ce qui s'est passé. De toute façon, ce n'est pas très important pour la compréhension du livre. Et donc voilà, le livre se termine tout simplement comme ça et on voit que eh bien, la technologie est bannie de cette civilisation. Et donc on en arrive à l'analyse du livre. Qu'est-ce qu'a essayé de nous dire René Barjavel dans ce livre? Alors dans un premier temps, me semble-t-il, il a essayé de nous montrer en fait que la technologie, que la science dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la société technologique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en fait nous a ravi nos savoirs les plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien d'entre nous seraient capables de subsister sans la technologie? Combien d'entre nous seraient capables de vivre des simples fruits, en fait, de ce qu'ils cultivent ou des animaux qu'ils élèvent? Qui est capable aujourd'hui de faire ça? Il y a très très peu de gens qui sont capables de faire ça. Ça veut dire pour René Barjavel que potentiellement, en fait, si la technologie venait à dysfonctionner et à être inopérante demain, eh bien, l'humanité pourrait s'éteindre. Parce que, eh bien, la plupart des gens sont incapables de survivre sans technologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est rendu dépendant de cette technologie parce que cette technologie, en fait, nous a ravi nos savoirs ancestraux. Et donc ça, c'est un problème. Le second point qu'a essayé de lever, enfin même qu'a levé René Barjavel dans ce livre, c'est un point extrêmement intéressant, c'est que eh bien, la technologie, cet univers en fait, avec de la technique et de la technologie omniprésente de partout, eh bien, a rendu l'humanité extrêmement faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, on ne va plus bêcher à la main, on ne va plus planter à la main, en tout cas pas dans les fermes. Même si on fait son petit potager, certains font un petit potager, mais un petit potager, ça ne suffit pas pour survivre. Moi, je vous parle véritablement de survie des simples fruits de ce qu'on cultive et des animaux qu'on élève. Eh bien, aujourd'hui, même les agriculteurs ne ramassent presque plus à la main aucun fruit et légumes. C'est-à-dire qu'on a de la technique et de la technologie partout. Et si jamais tout cela venait à s'éteindre demain ou à devenir indisponible pour je ne sais quelle raison, eh bien potentiellement ça pourrait également être le début de l'extinction de l'humanité parce que nous sommes incapables de vivre simplement aujourd'hui. Nous sommes incapables de vivre selon les lois difficiles qu'imposent les lois quand on vit près de la Terre. Et puis même au niveau écologique, il y a aussi également un problème parce que eh bien, nous sommes véritablement dépendants de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on voulait eh bien, se passer de la technologie, on le voit par exemple avec le gaz et le pétrole, aujourd'hui qui sont les carburants en fait, de toute cette civilisation autour de la technologie, eh bien, on voit que ça pose véritablement un problème. Parce que si demain on n'a plus de pétrole, eh bien, la survie de nos pays, la survie de nos concitoyens sont véritablement en jeu. Nous sommes devenus incapables de vivre sans technologie et sans le moteur de cette technologie qu'est l'énergie fossile, que ce soit le gaz, que ce soit le nucléaire ou que ce soit le pétrole. Et c'est ce qu'a voulu nous dire, me semble-t-il, René Barjavel. Aujourd'hui, au niveau écologique, même si on voulait se passer de la technologie, en fait, on ne pourrait plus. On n'a plus les savoirs et on n'a plus, en tant qu'être humain, la robustesse, en fait, pour se passer de cette technologie. Et c'est pour ça qu'on nous rabat les oreilles avec l'énergie verte, avec la technologie verte. Parce que nos dirigeants savent bien qu'on ne peut pas se passer de tout ça. Et même nous-mêmes, au fond de nous, nous savons bien
que nous ne pourrions pas dès demain sans réapprendre à vivre. Il y aurait peut-être une possibilité de se réadapter, c'est même sûr, mais ça prendrait du temps. Nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui de vivre sans la technologie. L'humanité est devenue beaucoup trop faible et beaucoup trop ignorante des choses les plus importantes pour sa propre survie. Nous devrions peut-être porter de l'intérêt aux savoirs les plus importants, les savoirs qui nous permettraient sans technologie de rester vivants, qui nous permettraient peut-être de nous passer petit à petit de la technologie pour vivre dans un monde peut-être plus écologique, et que le seul choix qu'il y a pour vivre dans un monde plus écologique, eh bien c'est de se passer de toute cette technologie. Et pour se passer de toute cette technologie, il faut récupérer le savoir que cette technologie nous a ravis et dont je vous ai parlé tout à l'heure, et récupérer la force qu'il y a habituellement dans les êtres humains, ou en tout cas originellement dans les êtres humains, pour vivre au contact de la nature sans décéder au bout de quelques jours. Alors aujourd'hui, on va parler de la tempête. Donc je vais garder la même structure que la dernière fois quand je vous ai parlé de Ravage, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire dans les grandes lignes en fait qu'il y a dans le livre, qu'est-ce que ça raconte, et puis ensuite on va analyser, on va prendre pas mal de temps pour analyser le livre et voir en fait quelles sont les problématiques que lève René Barjavel et quelles sont les problématiques intéressantes en fait pour notre époque, parce que c'est ça qu'il y a de super intéressant dans les dystopies de René Barjavel, c'est qu'en fait on dirait qu'il les a écrits aujourd'hui, tellement elles nous parlent et tellement elles sont, selon moi, pertinentes dans le monde moderne qui est le nôtre. Allez, on est parti, on attaque tout de suite. Alors on commence par l'histoire. Au tout début du livre, eh bien, on comprend qu'il y a une guerre en fait entre les États-Unis et la Chine. Et donc c'est véritablement une guerre importante. Il y a beaucoup de nations qui sont soit du côté de la Chine, soit du côté des États-Unis. Et chaque nation en fait est surarmée et travaille très très fort à faire des missiles toujours plus puissants, toujours plus destructeurs, toujours braqués vers l'ennemi véritable comme entre les États-Unis et la Chine, ou vers les ennemis potentiels pour les guerres qui ne sont pas encore déclarées. Et donc il y a l'Europe en fait qui est un vaste ensemble géographique où il n'y a pas de guerre. Et l'Europe en fait profite de cette guerre en ce sens que il y a une prospérité importante en Europe parce que tout ce que les pays en guerre ne peuvent pas produire, ils vont venir l'acheter en Europe. Et donc l'Europe, c'est un petit peu l'endroit en fait où il y a beaucoup de prospérité grâce à la paix. Et puis à un moment en fait, on a un scientifique qui a véritablement peur en fait que cette guerre en fait dégénère et que chacun s'envoie ses meilleurs missiles les plus destructeurs sur la tête, et puis qu'au final l'humanité s'entretue comme ça avec ses armes de haute technologie. Et donc finalement, on a un scientifique qui arrive à trouver une molécule qui permet, sans modifier en fait la structure de ce qu'est l'être humain, de lui enlever toute agressivité, ce qui permet en fait, ce qui permettrait en tout cas peut-être d'arrêter et de bloquer en fait toutes ces guerres-là, et là en l'occurrence la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Finalement, les États-Unis s'emparent de cette découverte d'un scientifique qui leur donne vraiment de bon gré. Et au final, on arrive à un moment du livre où cette molécule est déployée dans l'air. Et au final, ils arrivent à arrêter la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et surtout à arrêter toute agressivité, toute notion d'agressivité chez quasi toutes les populations, sauf quelques personnes réfractaires, mais qui sont extrêmement, extrêmement rares. Et donc, ils arrivent comme ça à arrêter la guerre. Et donc, à ce moment-là du livre, quand la guerre est terminée, on a l'impression que ça va être la fin du livre. Sauf que pas du tout. On s'aperçoit que, une fois que la guerre est terminée, les êtres humains sont un petit peu en manque d'objectifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à lutter pour leur survie, ils n'ont plus à avancer au niveau scientifique pour leur survie. Donc, en fait, ils vont déployer toute leur capacité et toute leur énergie, en fait, dans ce qui est la consommation et donc la production. Et donc malheureusement, la destruction de leur environnement, alors même qu'ils ont trouvé de nouveaux moyens énergétiques en fait pour pourvoir à cette consommation-production. Alors en termes d'exemple, dans les nouvelles énergies qu'ils ont trouvées, ils ont réussi en fait à fabriquer des réacteurs pour les avions à hydrogène et même pour les véhicules sur la route, pour les voitures. C'est pareil, ils les font fonctionner à l'hydrogène.
Et puis on s'aperçoit qu'en fait toutes ces nouvelles technologies sont extrêmement consommatrices d'oxygène, je vous laisserai voir pourquoi dans le livre, et en fait on est en train d'appauvrir la Terre d'oxygène, et les êtres humains en fait n'ont au bout d'un moment presque plus en fait assez d'oxygène pour eux. Ils sont obligés de porter des masques qui fabriquent de l'oxygène tout simplement pour pouvoir continuer à respirer. Et donc on est un petit peu, à ce moment-là du livre, dans une spirale où la technologie crée un problème, la technologie vient répondre à un autre problème, la technologie nouvellement développée crée à nouveau un autre problème, etc., etc. Et donc on arrive à un moment où en fait la Terre a un espèce de nuage tout autour d'elle, un nuage de fumée, un nuage de vapeur d'eau et d'autres produits, qui fait en sorte que eh bien, les êtres humains, à ce moment-là du livre, en fait, ne voient plus du tout le soleil. En fait. Et il y a toujours un nuage, il pleut tout le temps, il neige plus que de raison, et il n'y a absolument jamais la possibilité de voir un ciel bleu ou le soleil. C'est terminé, ils ne voient plus du tout le soleil. Et en fait, la Terre est en train, finalement, de mourir. Et donc, on voit bien que, malgré que les êtres humains aient retiré l'agressivité de toutes les populations, encore une fois, à part quelques individus, eh bien on voit bien que les problèmes de la Terre et des êtres humains n'est pas du tout réglés. Et donc, ils sont en train de détruire leur environnement à cause de ce fameux modèle productiviste, c'est-à-dire consommation, production, toujours plus de consommation et toujours plus de production. Et dans des pays qui sont en paix, eh bien, il n'y a plus rien d'autre à faire que produire beaucoup, créer de nouveaux besoins en masse, et donc du coup vendre et consommer beaucoup. Et donc dans ce contexte-là, eh bien à un moment on a une personne qui en fait a reçu la fameuse molécule qui empêche d'avoir de l'agressivité, mais en fait cette molécule n'a eu aucune influence sur lui. Et donc du coup c'est un astronaute, et en fait c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire en sorte en fait que les êtres humains puissent quitter la Terre. Sauf que arrive à un moment, il a trouvé en vérité le moyen de faire en sorte que les êtres humains puissent aller sur d'autres planètes. Mais c'est à ce moment précis, donc là on arrive vers la fin du livre, c'est à ce moment précis où en fait cette personne se dit non mais en fait l'humanité est en train de tuer la Terre, de tuer son propre environnement, et si jamais je fais part à l'humanité de mes travaux et si je donne à l'humanité la possibilité de s'échapper de la Terre, eh bien les êtres humains vont tout simplement aller faire ailleurs ce qu'ils ont fait sur la Terre jusqu'à détruire toutes les planètes de l'univers. Même si ça prend des milliers ou des milliards d'années. Et donc cette personne se dit, en fait, le problème c'est pas la Terre qui est en train de mourir, le problème c'est pas de changer de mode de consommation, le problème c'est l'humanité en elle-même qui se comporte comme un parasite. Et en fait, le seul moyen qu'il me reste, si j'ai envie de sauver éventuellement la vie de la Terre, mais surtout si j'ai envie de sauver la vie de l'univers, eh bien c'est d'exterminer l'humanité. Et donc on a un personnage dans le livre qui s'appelle Olof et qui va en fait monter dans une station spatiale et qui va prendre le contrôle en fait de toutes les bombes qui sont autour de la Terre et qui avaient été développées à l'époque où les nations se faisaient la guerre et à l'époque où elles développaient des missiles toujours plus puissants, toujours plus destructeurs pour pouvoir se les jeter les uns contre les autres. Alors évidemment maintenant toutes les nations vivent en paix et donc ces missiles en fait ne servent à rien. Et en fait, le but au départ de Olof, quand il est arrivé dans... En tout cas, c'est pour ça qu'on l'a envoyé. On l'a envoyé dans l'espace tout simplement pour envoyer ces bombes près du Soleil afin de les faire exploser loin de la Terre et bien, du coup de solder toutes ces armes qui n'ont plus d'utilité en fait quand toutes les nations sont en paix. Seulement Olof au bout d'un moment se dit eh bien moi je vais me servir de ces armes de destruction massive pour exterminer l'humanité parce que cette humanité en fait eh bien grandit très vite en connaissances, grandit très vite en sciences et en technologie, mais elle grandit très lentement au niveau de l'éthique et de la morale et donc bien l'être humain se comporte comme un parasite, il est en train d'exterminer toute vie sur la Terre, il est en train d'exterminer la vie même de la Terre, et donc si je laisse l'être humain avec mes recherches, et d'ailleurs il y a d'autres recherches autour de lui et d'autres chercheurs qui ont repris ses travaux et qui ont maintenant compris comment eh bien, faire des voyages interstellaires et du coup eh bien, pouvoir sortir de la Terre et aller coloniser l'univers. Et pour empêcher ça, je le répète, eh bien, il balance des bombes sur la Terre et il veut exterminer l'humanité.
Et je vous laisse, la fin du livre en fait à la lecture. C'est pas très important de toute façon pour la compréhension du livre et des problématiques que lève Barjavel. Mais voilà, il y a une petite fin un petit peu étonnante en fin de roman. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Alors la première question que lève René Barjavel, eh bien c'est tout simplement une question qui est éminemment actuelle à cette période où on a la Russie par la voix de Poutine qui menace en fait d'utiliser des armes nucléaires. En fait, Barjavel pose la question tout simplement, est-ce bien pertinent, est-ce bien raisonnable en tant qu'humanité, eh bien de construire des armes toujours plus puissantes, toujours plus destructrices, au point que eh bien, toutes ces armes cumulées entre toutes les nations concurrentes ou ennemies pourraient un jour complètement détruire l'humanité. C'est-à-dire que très souvent on nous dit que les armes nucléaires sont des armes de dissuasion. Et effectivement, c'est souvent le cas. Mais il suffit d'un mauvais enchaînement, il suffit d'une guerre d'ego, il suffit qu'un conflit régional s'étende au niveau mondial pour que chaque nation en fait utilise ces armes de destruction massive et mette en fait un point final à l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, les armes nucléaires, nous sommes capables de mettre en fait un point final à l'humanité. Ceci est extrêmement dangereux, mais n'est pas du tout raisonnable surtout. Le second point que lève René Barjavel et qui me paraît à moi hyper intéressant, c'est tout simplement que, eh bien à un moment, je vous l'ai dit, dans l'histoire, un scientifique arrive à développer une molécule en fait pour enlever l'agressivité des êtres humains et en fait éteindre toutes les guerres entre les êtres humains et entre les nations. Et en fait, on pourrait croire à ce moment-là du livre, eh bien que, vu qu'il n'y a plus de guerre, eh bien ça veut dire que tous les problèmes de l'humanité sont réglés. Vu que l'être humain n'est plus agressif et qu'il est exclusivement bienveillant à l'égard de son prochain, eh bien il n'y a plus de problème. Et en fait on voit que, eh bien malgré tout, même si on a empêché l'être humain d'être agressif avec ses semblables et si on a empêché les nations de faire des guerres avec d'autres nations, eh bien il y a d'autres problèmes qui émergent, et là en l'occurrence le problème de la production, consommation et de tout ce que cela engendre en fait au niveau écologique. Et donc on voit que, eh bien même si demain la technologie arrivait à trouver un moyen en fait d'apaiser toutes les nations et de les faire vivre dans une paix universelle, nos problèmes au niveau de notre mode de vie ne seraient pas réglés. Et donc on voit que la science en fait n'est jamais véritablement un remède au problème que pose la science. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la science règle un problème, elle crée d'autres problèmes. Et ça, c'est véritablement un point qui est très intéressant parce que très souvent, on se dit, bah voilà, le jour où l'humanité sera en paix, tout ira bien. Le jour où les hommes seront bienveillants, tout ira bien. Eh bien, c'est pas si simple en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que l'être humain utilise la technologie avec beaucoup plus de parcimonie, d'éthique, de morale, de raisonnabilité, de prudence et d'éthique. Et là, on n'y est pas du tout. On voit que à chaque fois qu'il y a une nouvelle science, eh bien, on va en user et en abuser d'une manière déraisonnable, sans se poser la question en fait de ce que cela va engendrer dans la société, sans se poser de questions éthiques, sans prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire le temps de la réflexion, c'est le temps de la prudence. C'est-à-dire penser un petit peu eh bien, la nouvelle technologie qu'on a développée pour voir ce qu'on va en faire. On voit par exemple avec le nucléaire, eh bien, au départ on voulait en faire de l'énergie civile, et puis au final eh bien, c'est devenu des missiles nucléaires. On voit par exemple qu'aujourd'hui on est capable d'élever des bébés, en tout cas de faire naître des bébés en fait d'une manière complètement artificielle, hein, avec la PMA. Et on ne s'est jamais véritablement posé la question de comment utiliser cette PMA, quelles en sont les limites, pourquoi, comment. Et c'est pareil avec les armes, c'est pareil avec l'informatique, c'est pareil avec Internet, c'est pareil avec les vidéos en streaming, c'est pareil avec tout. En fait, on ne prend pas en compte les problèmes écologiques que vont lever chacune des technologies. Et on a cette espèce de confiance aveugle qui nous dit que de toute façon, si les technologies qu'on adopte et qu'on utilise eh bien, créent des problèmes, eh bien, on réglera ces problèmes avec encore plus de technologie, et du coup c'est une fuite en avant, c'est-à-dire que la technologie pose des problèmes, mais ces problèmes en fait seront réglés par plus de technologie qui créera d'autres problèmes toujours plus importants à chaque fois, et on voit qu'en fait la science ne peut pas régler les problèmes de la science. C'est tout simplement la morale, c'est tout simplement l'éthique, la réflexion, la prudence qui pourront régler les problèmes que pose la science.
On voit aussi à un moment dans le livre, en fait, je vous l'ai dit, dans le livre on a trouvé une molécule en fait pour enlever l'agressivité de tous les êtres humains, mais il y a quelques réfractaires. Ils ne sont pas nombreux, mais on voit que si on enlève l'agressivité de tous les êtres humains et qu'il en reste malgré tout quelques-uns qui restent agressifs et qui restent retors, eh bien il n'y a plus personne qui est capable de nous défendre contre ces gens. C'est-à-dire que si quelqu'un en fait décide de faire le mal, eh bien plus personne n'est assez agressif et n'est assez, connecté à ses émotions et à son instinct de survie pour se protéger ou protéger les siens et faire face à ces gens qui restent agressifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'agressivité bien utilisée est d'abord en fait un mode de défense, un mode de survie. Alors c'est vrai, dans le livre, il nous est montré, d'une manière je trouve très intelligente, que cette agressivité et cette survie a eu tendance peut-être à coloniser notre rationalité et à faire en sorte bien, que nous ayons envie, avec cette agressivité, d'aller conquérir le village voisin d'abord, et puis ensuite la nation voisine, et puis ensuite fonder des empires, et puis ensuite imposer nos vues à d'autres peuplades. Mais au départ, l'agressivité n'est pas faite pour ça. L'agressivité est faite tout simplement pour nous défendre et pour défendre notre vie. Et si on nous enlève toute agressivité, eh bien il suffit qu'il y ait une agression extérieure, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit le fait de personnes à qui on n'a pas réussi à retirer totalement l'agressivité, eh bien il n'y aura plus personne pour se défendre. Et vous allez me dire en quoi c'est pertinent ça dans la réflexion d'aujourd'hui. Eh bien on voit par exemple, moi c'est ce que je vois, j'ai l'impression que la nation occidentale, en tout cas les gens qui vivent à l'intérieur de l'Occident, sont rendus extrêmement dociles, extrêmement pacifiques. Et on peut se dire que au quotidien c'est bien parce que on a peut-être moins de violence qu'il y a quelques décennies, moins de crimes, moins de meurtres, bien que ce soit pas si simple. Mais du coup on a des gens en fait qui viennent d'autres civilisations où il n'y a pas cette culture du pacifisme et en fait on n'a plus personne en fait qui est capable de défendre sa famille, sa femme, ses enfants, qui est capable de défendre sa nation parce que nous avons été rendus trop pacifiques. On nous a expliqué que l'agressivité et la colère c'était mal et donc du coup on n'est plus capable en fait de faire preuve d'agressivité et de colère, serait-ce pour se défendre soi-même, défendre sa vie ou défendre la vie des siens ou bien le mode de vie dans lequel on est, défendre notre civilisation. Et ça je trouve que c'est véritablement un point intéressant du livre aussi, même si c'est un point sous-jacent. Et puis la fin de la guerre, je l'ai dit, va engendrer énormément de consommation parce qu'il faut trouver un sens. Et si le sens, c'est plus d'être le concurrent de telle ou telle nation ou de telle ou telle civilisation, si ça n'est plus de trouver les technologies en premier, puisque maintenant, toutes les nations travaillent de concert et en synergie, en fait, on va plus avoir véritablement de but dans notre vie, si ce n'est de consommer. De produire et de consommer. Et donc ça, au niveau écologique, ça va être extrêmement délétère. Et donc, les personnes et les nations ne se faisant plus la guerre, il va y avoir une population qui, au niveau démographique, va être exponentielle. Et donc, on va avoir une population toujours plus importante qui va consommer d'une manière toujours plus importante. Et donc, c'est un des meilleurs moyens, de tuer notre planète, de tuer notre mode de vie et de tuer les conditions vivables pour un être humain sur notre planète. Et donc ça pose un problème aussi du but en fait que l'on veut donner à l'humanité, et là en l'occurrence à l'Occident, parce que en Occident on voit que entre se défendre, donc on fait la guerre pour se défendre et pour défendre nos intérêts, on donne comme but de vie aux populations qui vivent en Occident de travailler très dur pour consommer très fort. Et si ils y arrivent, il faut qu'ils travaillent encore plus dur pour consommer encore plus fort. Et donc ça paraît un but en fait extrêmement peu louable, mais qui en plus en fait épuise au niveau énergétique la planète. Et voilà, je l'ai dit en fait, sont en train de détruire notre planète. Et ça, c'est un point aussi qui est important dans le livre de René Barjavel, parce qu'on voit que l'humanité devrait peut-être trouver des buts et un sens à sa vie qui soit plus éthique, plus responsable, plus en synergie et surtout en symbiose avec son environnement. Et là, on n'y est pas du tout encore, et donc cette réflexion, on voit que à l'instant où on parle beaucoup de réchauffement climatique, d'écologie, de gaz à effet de serre, c'est une réflexion très importante. Et là, la problématique est majestueusement levée par René Barjavel, je trouve. Il y a un autre moment intéressant au niveau écologique dans le livre, c'est le moment en fait où René Barjavel nous parle de cette humanité qui trouve dans l'hydrogène
une autre source d'énergie qui devrait venir régler tous les autres problèmes que posaient les autres énergies, en l'occurrence les énergies fossiles. Et en fait, ça c'est une analyse intéressante parce qu'aujourd'hui, eh bien, on nous vend l'énergie verte, on nous vend en fait des énergies. En fait, on nous dit qu'il faudrait qu'on remplace nos énergies fossiles par d'autres énergies et ainsi, avec ce petit tour de passe-passe, eh bien, tous nos problèmes seront réglés. Sauf que si on passe d'une énergie fossile à d'autres formes d'énergie, eh bien, ça ne va faire que lever des problématiques différentes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les problématiques autour des énergies fossiles, évidemment, si on ne les utilise plus, mais le fait d'utiliser d'autres énergies va lever d'autres problématiques. En l'occurrence, dans le livre, les problématiques que ça lève, eh bien, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour que les êtres humains puissent respirer, puisque en fait, on consomme beaucoup d'oxygène dans le cadre des nouvelles énergies qui ont été trouvées par l'humanité dans le livre, eh bien, c'est exactement ce qu'il se passera dans la vie réelle, c'est-à-dire que si on trouve d'autres sources d'énergie, que ce soit le solaire, l'éolien ou que sais-je, eh bien, on va lever de nouvelles problématiques écologiques. Et en gros, ce que veut nous faire comprendre, sans jamais véritablement le dire, dans le livre René Barjavel, à mon sens, c'est tout simplement que le seul moyen d'être écologique et d'être écologiste aujourd'hui et de l'être véritablement, eh bien, c'est de décroître. C'est tout simplement de changer de modèle et d'arrêter d'être coincé dans ce modèle d'hyperproduction pour être ensuite dans l'hyperconsommation. En fait, on n'arrivera pas à véritablement vivre en symbiose avec la planète et à véritablement vivre en symbiose avec la biodiversité si on n'arrête pas d'aller toujours plus loin dans ce modèle productiviste où on va extraire des matières premières, où on va être dépendant d'énergie, qu'elle soit fossile, qu'elle soit chimique ou autre. Eh bien, on va créer tout simplement de nouvelles problématiques et on pensera encore une fois que la science viendra régler cette problématique, on dira une nouvelle fois qu'il faut changer en fait d'énergie et on créera à nouveau de nouvelles problématiques. Vous avez compris où je veux en venir. En fait, je le répète, le seul moyen d'être véritablement écologiste et écologique aujourd'hui, eh bien, c'est de décroître au niveau de la consommation et au niveau de la production. Voilà, et donc toute la critique que je sens en fait dans le livre au niveau sous-jacent, eh bien, c'est de dire que l'humanité en fait est à la quête de connaissances, elle cherche à comprendre son environnement pour pouvoir le modeler et le manipuler, et parfois ça peut être louable parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été bien faites grâce à la science et grâce à la technologie, mais en fait on va très très vite au niveau des connaissances qu'on acquiert et de la compréhension du monde qui nous entoure. Le problème c'est que tout simplement, eh bien encore une fois, l'éthique et la morale ne suivent pas du tout. Et donc c'est à mon sens en fait toute la critique que fait René Barjavel, c'est que eh bien il faudrait que l'être humain arrête en fait de courir si vite après les connaissances et essayer déjà de s'intéresser à la manière dont il utilise correctement et avec éthique, avec prudence, avec parcimonie, les connaissances qu'il a déjà. Et ça, c'est véritablement une critique que l'on peut faire parce que, encore une fois, on le voit aujourd'hui, avec l'épuisement des ressources fossiles, avec l'effondrement de la biodiversité et avec les problèmes qu'il y a autour du réchauffement climatique, on voit que si l'humanité n'a pas fait quelque chose dans la vraie vie, eh bien c'est d'utiliser ces connaissances d'une manière prudente, éthique, morale et pérenne. Et donc c'est ce que nous propose, c'est ce à quoi nous propose de réfléchir René Barjavel, en tout cas il me semble, d'une manière sous-jacente dans l'ensemble du livre dont je vous parle ici. Et donc à la fin du livre, eh bien, René Barjavel nous fait comprendre qu'en fait, eh bien, l'humanité est lancée dans cette production, consommation, recherche de connaissances, etc. Et qu'en réalité, eh bien, aujourd'hui, l'humanité cherche à aller faire cela dans d'autres systèmes solaires, sur d'autres planètes. L'humanité cherche d'autres planètes où l'on peut vivre, où l'être humain pourrait vivre, sans avoir remis en cause et en question le système dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et donc si l'être humain ne remet pas en cause son modèle, eh bien l'être humain, s'il arrive en fait à partir de la Terre, ira faire ailleurs ce qu'il a fait au niveau destruction sur la planète Terre. Et donc, à la fin du livre, je vous l'ai dit, on a un protagoniste qui veut exterminer l'humanité pour justement que l'humanité n'aille pas parasiter la totalité de l'univers et que les êtres humains laissent en fait le cosmos, laissent l'univers vivre en paix sans faire les parasites. Et là, encore une fois, à mon sens, on est dans toujours cette remise en question que souhaite René Barjavel, c'est tout simplement de se dire que c'est notre modèle
qu'il faut changer notre modèle sociétal, le but de nos vies, le sens que l'on donne à nos vies, le sens matérialiste que l'on donne à nos vies, qu'il faut véritablement remettre en question, plus que simplement se dire, voilà, pour René Barjavel, en fait, quand on change d'énergie, quand on essaye de rendre un peu plus vert telle ou telle consommation, en fait, on bidouille, en fait, mais on ne règle absolument rien. Pour régler les choses véritablement, eh bien, il faut changer de modèle, arrêter de consommer, arrêter de produire comme on le fait aujourd'hui, ou détruire l'humanité. Et puis il y a une petite morale en fait à la fin du livre, parce qu'il y a quand même une petite histoire d'amour dans ce livre-là, et donc on voit que eh bien, celui qui voulait détruire l'humanité va finalement s'arrêter au moment où il allait véritablement terminer le travail, parce qu'on a envoyé auprès de lui une femme dont il était amoureux, et en fait du coup il décide de se suicider ensemble en s'approchant du soleil avec les fameuses bombes qu'il devait faire exploser autour du soleil. Donc en gros, c'est une petite morale qui montre qu'en fait, quand un homme est véritablement déterminé à faire quelque chose, parce qu'en fait, cet homme-là, on a essayé de le convaincre par sa religion, c'est-à-dire avec un prêtre, on a essayé de le convaincre par la rationalité, rien n'y faisait. Et donc on a décidé de lui envoyer une femme qu'il avait aimée plus tôt dans sa jeune vie, et en fait, cette femme a réussi à infléchir son avis là où toute autre solution eh bien, avait échoué. Donc on voit que l'amour est un levier très fort eh bien, quand on veut modifier la détermination d'un homme, et là en l'occurrence pour de bonnes raisons, pour de bonnes choses. Et puis à la fin du livre, on voit aussi que l'humanité, qui a été au moins détruite aux 3/4, eh bien décide en fait eh bien de se rappeler en fait de ce qui s'est passé, de cet homme qui a voulu détruire l'humanité pour protéger la nature de l'être humain, pour protéger l'univers de l'être humain, et de se dire que eh bien il faut jamais qu'on oublie ce moment-là, pour qu'on puisse justement maintenant développer des technologies et orienter la connaissance vers l'éthique, vers la morale et vers l'utilisation en symbiose et pérenne eh bien, des technologies que l'on développe. Voilà les problématiques que j'ai pu trouver dans ce livre. C'est un livre qui en plus est super bien écrit, véritablement un livre qui passe très très vite. Tempête de René Barjavel. Honnêtement, je te conseille véritablement ce livre. Il m'a encore plus plu que Ravage, qui était déjà un bon livre. Alors dans un premier temps, je vais vous raconter l'histoire que vous allez trouver dans ce livre. Eh bien, c'est tout simplement des scientifiques qui sont en train de faire des recherches dans l'Antarctique, et puis finalement, au bout d'un moment, ils finissent par détecter un signal qui apparemment est sous la glace. Et c'est un signal en fait qui paraît être un signal intelligent, en tout cas un signal qui vient de quelque chose d'électronique en fait. C'est pas un signal comme ça qui proviendrait de la nature. Et donc les scientifiques sont étonnés parce que c'est vraiment, je crois qu'on est à 900 mètres sous la glace. On va même aller un petit peu dans le sol. On est à près d'1 kilomètre sous la glace et le sol. Et ça paraît peu probable en fait d'avoir un signal à cette profondeur-là. Bref, les scientifiques vont d'abord regarder avec de l'appareillage à résonance magnétique pour voir si véritablement, eh bien, ils ont bien capté un signal. Et puis finalement, ils se rendent compte que non seulement il y a un signal, mais il y a aussi quelque chose qui est tellement régulier que ça peut pas être de la roche. Et donc, il y a forcément quelque chose sous la glace. Alors, ils décident de creuser, puis ils décident d'aller voir en fait, eh bien, quel est ce signal. Ils vont tomber sur une espèce de grosse boule en or, et dans cette grosse boule, alors je vous passe les détails, ils vont avoir des difficultés à creuser, mais bon ça vous le verrez en lisant le livre. En tout cas, toujours est-il qu'ils vont rentrer dans cette boule et ils vont trouver en fait 2 personnes, et ces 2 personnes en fait vont être dans une espèce d'hibernation, ouais on pourrait dire ça. Ces personnes sont en hibernation. Et ces personnes en fait ont un masque à oxygène sur la tête, et en fait on se demande qui sont ces gens. Ils ont une technologie qu'on n'a jamais vue, et donc eh bien le livre commence comme ça. Donc comme je vous le disais, ils trouvent ces 2 personnes sous la glace, et en fait avec de l'appareillage toujours avec de la haute technologie, eh bien ils essayent de savoir depuis combien de temps ces 2 personnes sont sous la glace, et ils se rendent compte que ça fait près de 900 millions d'années qu'ils sont sous la glace, avec une technologie inconnue jusqu'ici, une technologie qu'on n'a jamais vue. Et donc ça c'est le premier point intéressant en fait du roman, c'est eh bien le fait que Barjavel ait imaginé en fait une civilisation hautement technologique et avancée bien avant la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, bien avant l'humanité qui est la nôtre aujourd'hui. Et ça c'est intéressant parce que eh bien au niveau philosophique ça nous permet de réfléchir autrement, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est la version aboutie de l'humanité, c'est-à-dire que eh bien on est
si vous voulez, l'ultime développement de ce que peut faire l'humanité. Et on ne se dit pas qu'en fait, il y a pu y avoir une humanité avant, peut-être bien plus avancée au niveau technologique, au niveau éthique, bref, à tous les niveaux, et qui a pu éventuellement s'éteindre. Et c'est en fait un peu ce qu'on va voir dans ce roman, parce que, eh bien, ils vont réveiller du coup l'une des deux personnes. Donc ils vont commencer par la femme, il y a une femme et un homme, et donc ils vont réveiller celle qu'ils s'appelle, ils vont le découvrir, Eléa. Et donc en la réveillant, eh bien ils vont pouvoir commencer à échanger avec elle. Alors évidemment, elle ne parle pas le même langage, mais ils vont trouver des moyens en fait pour échanger avec elle. Ça va être un espèce de convertisseur en fait qui va pouvoir, un traducteur même, un convertisseur de langue, mais ouais, un traducteur qui va faire en sorte que eh bien les protagonistes puissent échanger, et cette fameuse Eléa qu'on a trouvée en fait à près d'1 kilomètre sous la glace, eh bien puisse échanger avec les personnes qui sont autour d'elle, et en l'occurrence les scientifiques. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'elle va leur apprendre? Pareil, ils vont utiliser de l'appareillage, les scientifiques, et en fait, avec cet appareillage, ils vont pouvoir avoir accès aux souvenirs d'Eléa. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toute la planète a les yeux rivés, en fait, sur cette trouvaille. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, il y a des journalistes qui viennent avec des caméras, et en fait, toute la planète suit cette trouvaille en direct, parce qu'en vérité, c'est une trouvaille qui est... je sais pas, une singularité en fait, quelque chose d'énorme. Imaginez en fait, on a trouvé une civilisation avancée qui était sous la glace, coincée depuis 900 millions d'années. Eh bien, toute la planète est au courant, toute la planète suit en direct ce qu'il se passe, et toutes les nations en fait, eh bien, vont envoyer leurs scientifiques afin que, eh bien, tous puissent goûter en fait aux recherches scientifiques et peut-être aux découvertes qu'ils vont faire au contact de cette civilisation qui visiblement était et est beaucoup plus avancée que la nôtre aujourd'hui. Et donc, avec ces souvenirs, eh bien, que va nous apprendre Eléa? Eh bien, elle va apprendre aux scientifiques qui sont autour d'elle, eh bien, qu'elle vient d'une civilisation avancée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces souvenirs, en fait, par voilà, de l'appareillage que lui ont mis sur la tête les scientifiques, eh bien, tout ce dont elle va se souvenir va apparaître sur un écran et tout le monde va pouvoir le voir, le monde entier, les scientifiques, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend, Eléa? Eh bien, elle nous apprend qu'elle vient d'une civilisation hautement avancée au niveau technologique, qu'il y a chez eux une intelligence artificielle, en fait, qui permettait certaines choses. En l'occurrence, par exemple, elle permettait de dire quelle personne pouvait aller en couple avec telle personne, de façon à trouver, en fait, les couples les plus sereins et les plus... les plus en concordance en fait, hein. Et donc les couples étaient mis ensemble très jeunes, et ça faisait des couples très aimants qui restaient très longtemps ensemble, à vie en l'occurrence. Et donc c'était comme ça qu'a vécu Eléa. Elle était avec elle aussi, eh bien, un homme qu'elle aimait beaucoup. Donc il y a une petite histoire d'amour en fait dans le roman, et ça souvent c'est ce qui plaît dans ce roman. Il y a une belle histoire d'amour un peu à la Tristan et Iseult. Vous verrez, je vous expliquerai après pourquoi. Mais bon, voilà, elle nous explique comment elle vivait, elle nous explique surtout qu'elle vient d'une civilisation très avancée, avec un haut pouvoir technologique. Ils sont capables de faire tout avec rien, c'est-à-dire qu'à partir de rien, avec une espèce de machine, eh bien, ils sont capables de faire absolument tout, de la nourriture, des usines, bref, ils sont capables de faire absolument tout à partir de rien. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour tous les scientifiques qui sont là autour d'elle, pour tous les scientifiques du monde, parce que, rendez-vous compte, on a des problèmes énergétiques, on a des problèmes avec le pétrole, avec le gaz, avec le nucléaire. Là, on aurait une technologie qui nous permettrait en fait de fabriquer absolument tout à partir de rien. Et ça, évidemment, ça va commencer à attiser les jalousies de toutes les nations qui sont là à surveiller en fait, eh bien, cette découverte de cette personne, d'une civilisation avancée, en l'occurrence Eléa, qui est restée en fait sous la glace en hibernation pendant 900 millions d'années. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre également? Eléa, eh bien, elle va nous apprendre en fait que une guerre en fait s'est déclarée contre sa civilisation, c'est-à-dire qu'une civilisation concurrente, eh bien, a déclaré la guerre à sa civilisation, et que sa civilisation, bien que vivant en paix et bien que prônant la paix, eh bien, a été obligée de se défendre. Et pour se défendre, en fait, le plus grand de leurs scientifiques avait prévu une arme, mais une arme tellement puissante qu'en fait, si jamais ils l'utilisaient, eh bien, ça allait détruire la Terre. Et ils ont attendu jusqu'au dernier moment pour essayer en fait de favoriser, eh bien, la résolution du conflit et l'avènement de la paix, mais ils n'y sont pas arrivés, et donc ils ont dû utiliser cette arme extrêmement puissante.
Et donc, juste avant d'utiliser cette arme, le plus grand scientifique de sa civilisation, Aeléa, a décidé en fait de prendre la femme la plus intelligente, la plus belle, la plus à même de reproduire une humanité, pour la mettre à l'abri dans une espèce de boule qu'il a construit et qui est indestructible et qui résistera à cette fameuse arme de défense qui va détruire la Terre. Et donc cette femme la plus intelligente, la plus belle, la plus avec le meilleur caractère capable de reproduire l'humanité avec lui, c'est Aeléa. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés, le scientifique et elle, dans cette fameuse boule en fait, sous la glace. C'était une boule en fait censée les protéger de cette fameuse arme qui allait détruire l'humanité, pensait-il en tout cas. Et finalement, les scientifiques voient tout ça et se disent bon voilà, ce sont des gens qui viennent d'une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre, mais c'est une civilisation en fait qui s'est éteinte. Et en fait, si les hommes sont là aujourd'hui, c'est que la civilisation n'a pas totalement été éteinte. C'est-à-dire qu'il y a des poches de personnes qui ont dû vivre ici et là et qui sont retournés en fait au Moyen-Âge, parce qu'ils n'avaient plus de moyens scientifiques. Ils n'avaient plus non plus d'usines, bref, ils n'avaient plus rien. Et ils ont dû recommencer l'évolution en fait de l'humanité à partir de zéro. Et c'est ce qui a donné ensuite l'humanité que nous connaissons, la nôtre. Voilà, c'est à la conclusion à laquelle arrivent les scientifiques après que Aeléa leur ait conté son histoire. Et donc je voulais revenir rapidement à cette fameuse énergie en fait où on peut faire absolument tout à partir de rien, parce que c'est très important en fait dans le roman, dans le sens où les nations du monde qui ont envoyé des chercheurs pour s'entraider en fait dans cette découverte qui est la découverte de la civilisation d'Aeléa et en fait d'Aeléa et du scientifique qui était avec elle dans cette boule en or. En fait, il va commencer à y avoir des tensions parce qu'en fait, toutes les nations veulent s'approprier cette fameuse énergie où on peut faire tout à partir de rien. Imaginez, dans une civilisation où on a aujourd'hui, nous, des problèmes, comme je vous le disais, avec nos énergies, des énergies qui sont non renouvelables, des énergies qui vont bientôt se terminer, qu'on n'aura plus, là, vous avez quelque chose qui vous permet d'absolument tout faire à partir du rien. Et donc, chaque nation va essayer de se débrouiller pour s'accaparer en fait cette découverte. Et comment ils vont faire ? Tout simplement, ils vont déjà commencer par essayer de réveiller le scientifique en fait qui était avec Aeléa, parce que c'est difficile. Apparemment, il avait quelques blessures. Ils savent pas trop pourquoi, mais voilà, il y a quelques blessures sur le visage. Donc, ils vont essayer en fait tout simplement de le réveiller, parce que l'équation en fait qu'ils ont trouvée, en tout cas l'établissement scientifique en fait du tout à partir de rien, ils n'arrivent pas à le comprendre. Alors ils pourraient le comprendre, mais il faudrait quelques mois. Et donc pour le comprendre plus vite, il s'agit juste de réveiller le scientifique, le plus grand scientifique de la civilisation d'Aeléa. Donc ils essayent de le réveiller, mais finalement il va pas très bien, il faut lui faire une transfusion sanguine, donc il y a personne qui a du sang compatible, sauf peut-être Aeléa, donc il demande à Aeléa si elle veut bien faire une transfusion avec le scientifique, mais finalement Aeléa au départ elle refuse parce qu'en fait elle voulait pas venir avec ce scientifique. Je vous ai pas parlé de ce moment de l'histoire parce que c'est un peu long, mais en fait Aeléa elle voulait rester avec son amoureux en fait, avec qui elle était depuis le départ, et elle voulait mourir même avec son amoureux dans sa civilisation, et elle voulait pas rentrer dans la boule avec le scientifique. Elle y a été contrainte en fait, et en fait pour se venger elle a envie finalement de faire la transfusion, mais elle va s'empoisonner en fait pour que son sang soit empoisonné et que pendant la transfusion, elle empoisonne le scientifique en fait. Elle en est là. Et donc, elle accepte et donc on va commencer à transfuser l'autre scientifique. Et puis on va se rendre compte en fait que Aeléa en fait, elle s'est empoisonnée, elle est en train de mourir et en plus par la transfusion, elle est en train de tuer le fameux scientifique. Sauf qu'on se rend compte assez rapidement dans le roman qu'en fait, à côté d'elle, c'est pas le scientifique, en fait, c'est son amoureux. Mais comme elle est endormie, elle le sait pas. Et en fait, elle est en train de tuer, en fait, la personne qu'elle aimait le plus. Et en fait, elle le sait pas. Et donc, ils vont mourir tous les deux à ce moment-là du livre. Et donc, les autres nations, vont, elles, chercher donc à s'approprier cette fameuse connaissance du tout à partir de rien. Et donc, elles vont envoyer des sous-marins nucléaires, elles vont envoyer des avions, etc. Mais elles peuvent pas non plus bombarder comme ça de manière massive parce qu'il s'agit de récupérer les connaissances avant. Et donc, il y a une nation, on ne sait pas laquelle, elle arrive à corrompre un scientifique. Et donc, ce scientifique va poser des bombes en fait sur le traducteur, l'intelligence artificielle qui a été le traducteur en fait de cette fameuse équation qui permet de faire tout à partir de rien.
Et donc, eh bien, ce scientifique, on imagine en fait, est censé rapporter ses connaissances à une autre, à une civilisation, hein, on ne sait pas laquelle. En tout cas, il se fait attraper, et donc ce scientifique a mis des bombes en fait sur l'intelligence artificielle pour effacer sa mémoire, parce que la civilisation qui veut cette technologie ne la veut que pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas partager, elle veut avoir une ascendance sur les autres civilisations en ayant une technologie bien supérieure. Et c'est ça un petit peu la critique du livre et le drame de l'humanité, c'est que eh bien, les nations sont sans arrêt en concurrence. On le voit dans la civilisation d'Eléa, c'est parce que les civilisations étaient en concurrence, eh bien, qu'elles se sont fait la guerre et qu'elles se sont attaquées l'une et l'autre et que, eh bien, elles se sont éteintes. Parce que, eh bien, il y en a une qui a voulu se défendre, qui a utilisé une arme tellement puissante qu'elle a détruit la Terre. Et à chaque fois, en fait, les civilisations, eh bien, développent des armes de plus en plus puissantes parce qu'elles sont en concurrence les unes avec les autres. Et au final, les armes deviennent tellement puissantes que, eh bien, ce sont des armes qui en arrivent à détruire la Terre. Et en fait, eh bien, la critique à ce moment-là qu'on peut percevoir chez René Barjavel, c'est tout simplement que, eh bien, cette fameuse concurrence entre les civilisations, c'est notre pire malheur et c'est ce qui fera qu'on va peut-être, eh bien, un jour détruire notre planète. Parce qu'aujourd'hui, on le voit par exemple avec les armes nucléaires, on est dans la capacité aujourd'hui de détruire la Terre. Et sur un mauvais enchaînement géopolitique, sur un mauvais enchaînement de conflits, eh bien, il pourrait y avoir en fait des bombes nucléaires qui soient envoyées en série d'une civilisation contre l'autre, d'une nation contre l'autre, et on pourrait arriver à détruire la Terre aujourd'hui. Et on sent en fait que c'est cette critique qu'émet René Barjavel à ce moment-là du livre. Donc pour finir l'histoire, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est tout simplement que le scientifique, comme je l'ai dit, lui a été enfermé. Finalement, la bombe qu'il a mis en fait sur l'intelligence artificielle qui a décrypté cette fameuse formule du tout à partir du rien va exploser également, et au final toutes ces connaissances vont être perdues, et donc les scientifiques vont partir comme ça de l'Antarctique parce qu'ils avaient creusé, ils étaient en fait dans le puits, hein, ils avaient creusé, et donc eh bien avec cette explosion, eh bien tout est en train de se détruire. Donc il faut que chaque scientifique parte extrêmement vite, voilà, et donc toute l'humanité, parce que je vous le rappelle, eh bien tout ça se passe sous l'œil de toute l'humanité, hein, puisqu'il y avait des caméras et que c'était diffusé partout dans le monde, et en fait toute l'humanité eh bien voit en fait l'échec de la collaboration des nations, même quand ils font une découverte qui serait susceptible de changer complètement la donne pour tout le monde en fait, hein, puisqu'on n'aurait plus besoin d'énergie fossile pour construire quoi que ce soit. Eh bien les nations de notre Terre, les civilisations ont été incapables de collaborer d'une manière digne et d'une manière, d'une manière où la collaboration serait réelle et bienveillante. Il y a toujours en fait des pensées sous-jacentes qui font que les nations vont rentrer en conflit. Et donc la jeunesse eh bien, se rebelle à la fin du roman en disant que voilà, c'est intolérable, qu'ils ne supportent pas que Eléa soit morte. Et en fait, on se rend compte en fait à la fin, comme je vous l'ai dit, eh bien que Eléa est morte avec son chéri. On se rend compte que eh bien, les nations aujourd'hui, au temps présent du roman, eh bien, se font la guerre. Se sont fait une espèce de petite guerre pour avoir ces fameuses connaissances et pour pouvoir supplanter et avoir l'ascendant sur les autres civilisations. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé dans la civilisation d'Eléa quand sa civilisation s'est éteinte. Et en fait, il y a une espèce de récurrence comme ça, ou une espèce d'effet cyclique qu'on sent chez Barjavel, où il veut nous expliquer que tant qu'on changera pas en fait cette manière qu'on a d'être au monde en étant tous en concurrence les uns avec les autres, eh bien il risque d'y avoir cette fameuse récurrence où les nations vont s'affronter les unes les autres pour gagner dans un espèce de concours où on ne sait pas en fait ce qu'il y a à gagner à la fin à part la destruction de la planète. Et puis, comme dans les autres romans de Barjavel, on sent quand même une critique au niveau de la faiblesse éthique qu'il y a dans les nations, qu'il y a chez l'homme en général. Et avant de chercher des connaissances, eh bien, les êtres humains, l'humanité, devrait peut-être travailler sur la recherche en éthique, la recherche en morale, la recherche en conscience. Toutes ces choses qui nous permettraient en fait d'utiliser les connaissances et les technologies que nous découvrirons avec beaucoup plus de pertinence, avec beaucoup plus de prudence et au final avec beaucoup plus d'efficience. Alors au début du roman, eh bien, on est avec un scientifique et ce scientifique, semble-t-il, fait une découverte majeure. Mais une découverte tellement importante qu'en fait qu'il va même en référer en fait au gouvernement indien. Et en fait, il connaît quelqu'un dans le gouvernement indien et donc du coup, il va appeler ce quelqu'un qui est premier ministre du gouvernement indien
et il va lui parler en fait de sa découverte. Alors on ne sait pas ce que c'est, et puis une bonne partie du roman, en fait, on va pas savoir ce qu'est cette découverte, et on va seulement pouvoir l'imaginer, faire des théories tout au long du livre, et ça déjà, c'est vraiment bien pour nous tenir en haleine. Et puis, finalement, ce Premier ministre indien eh bien, va réunir tous les chefs d'État du monde, en tout cas toutes les nations importantes, toutes les puissances en fait, et en fait il va lui parler de cette découverte scientifique, parce que cette découverte scientifique eh bien, pourrait être une découverte qui va être le salut de l'humanité, ou bien l'enfer de l'humanité. Et donc en fait ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, c'est que eh bien, René Barjavel va prendre en compte, ou en tout cas il va se servir d'éléments factuels qui se sont passés dans les années 60-70 avec Charles de Gaulle, avec Eisenhower, avec voilà, tout un tas de, avec Kennedy, avec tout un tas de chefs de grandes nations, et puis en fait il va utiliser son imagination en fait eh bien, pour faire rentrer son histoire dans des faits politiques qui se sont passés. Donc ça c'est assez intéressant, puis c'est assez amusant, et puis en plus, voilà, ça nous permet de réviser quelques points historiques. Donc ça, c'est pas mal. Et puis parallèlement à ça, du coup, eh bien, il va y avoir en fait une histoire d'amour entre deux personnes qui sont amantes, qui sont toutes les deux mariées de leur côté. C'est Jeanne et Roland. Et en fait, l'histoire va débuter au moment où Roland en fait va se faire enlever, et on ne sait pas par qui en fait. Il se fait enlever, et du coup Jeanne eh bien, a perdu son amour, celui qui lui avait fait retrouver l'amour de la vie, l'amour de la vibration amoureuse, et donc du coup bah, elle va rechercher Roland. Et donc il va y avoir tout un tas de faits qui vont être un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui vont disparaître, on a des spécialistes en technologie, des spécialistes dans tel ou tel domaine, bref, pendant environ 20-30 ans, on va avoir des gens qui vont disparaître, et pendant tout ce temps, eh bien, Jeanne va utiliser beaucoup d'efforts en fait pour essayer de retrouver Roland, qui est l'amour de sa vie, et elle va le chercher, on va manquer de l'enlever, finalement elle va se défendre, et puis elle va réussir à échapper aux gens qui voulaient l'enlever, etc. Elle va rencontrer même la reine d'Angleterre, qui fait partie de l'histoire, et qui serait au courant de ce grand secret. Et en fait, Jeanne, elle, ce qu'elle souhaite, elle n'est pas au courant au départ de ce grand secret. Elle souhaite juste retrouver Roland. Et elle se rend compte au fur et à mesure que Roland est peut-être lié à quelque chose, voilà, qui a à voir avec ce fameux grand secret que les grandes nations, et que les grandes puissances, et que les grands chefs d'État cachent à la population, et cachent au plus haut niveau des États, en fait. Hein. Il n'y a que les chefs d'État qui sont au courant. Bon, je vous passe l'histoire, hein. L'histoire est vraiment rocambolesque, c'est plein de petites choses qui font que, de petits rebondissements qui font que, eh bien, on a envie de lire. Il y a quelques sagesses qui sont également distillées tout au long du roman, donc c'est vraiment intéressant, même du point de vue philosophique. Voilà, il y a des choses intéressantes dans ce roman. Et puis à un moment, eh bien, on arrive quand même à comprendre ce qu'il se passe, et puis on nous dévoile quand même ce qu'est ce fameux secret. Et pour dévoiler ce fameux secret, eh bien, Jeanne en fait va retrouver la trace de Roland, mais pour cela, eh bien, elle va devoir accepter qu'on l'emmène dans un endroit qu'elle ne connaît pas et faire confiance à des gens qui sont des services secrets. Et donc ces fameux services secrets, en l'occurrence américains, vont emmener Jeanne dans une île. Et donc Jeanne a vieilli, hein, c'est-à-dire qu'au début du roman, Jeanne a, je crois, 25-30 ans, et donc eh bien, on arrive à ce moment où elle va retrouver Roland, parce qu'on lui a dit que Roland était vivant et qu'il était sur cette île, et donc Roland, eh bien, lui, va retrouver Jeanne, et il y a 30 ans qui sont passés. Sauf que quand Jeanne retrouve Roland, finalement, eh bien, Roland n'a absolument pas changé. C'est-à-dire qu'en 30 ans, Roland n'a pas vieilli. Et en fait, on va comprendre que, eh bien, il y a tout un tas de gens qui sont enfermés sur une île, et qu'en fait, cette fameuse découverte scientifique dont on a eu vent au début du roman, eh bien, en réalité, c'est que, eh bien, un scientifique a découvert le virus qui rendrait les êtres humains, mais qui rendrait tout organisme en fait sur la Terre immortel. C'est-à-dire que plus personne ne meurt quand il est affecté par ce virus qui en l'occurrence s'appelle le JL3. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que en fait, donc là on va arriver à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va voir en gros eh bien, que sur cette île il y a plein de problématiques autour de l'immortalité, parce que par exemple quand les fruits et les légumes, ou quand un arbre, imaginons un pommier, est immortel,
Et quand tout ce qui pousse sur ce pommier est immortel, eh bien, le pommier ne donne plus de pommes. Parce que quand la pomme tombe de l'arbre, eh bien, c'est la mort de la pomme. Et c'est là que nous, on vient la manger. Sauf qu'un pommier qui est immortel, eh bien, ne donne que des fleurs qui ne donnent jamais de fruits, puisque le fruit, c'est la mort d'une partie de l'arbre, d'une partie du pommier. Donc il y a tout un tas de problématiques comme ça, parce que, eh bien, il y a des légumes et des fruits que l'on n'arrive plus à avoir, en fait, quand ils sont touchés par ce fameux virus de l'immortalité. Et puis il y a aussi le fait que sur cette île, eh bien, il faut contrôler tout un tas de choses. Déjà, c'est un virus qui est transmissible, donc c'est pour ça que tous ces gens ont été mis sur cette île, et c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un tas de gens qui ont été enlevés, parce que ce sont des gens qui ont été contaminés au virus, ou bien ce sont des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine de recherche et dont on avait besoin sur cette fameuse île. Toujours est-il que sur cette île, eh bien, tout le monde est immortel, qu'il y a quand même des enfants qui sont nés dans cette île, hein, c'est-à-dire de couples qui se sont formés ou qui étaient déjà formés quand ils sont arrivés sur l'île, et ces enfants en fait se développent jusqu'à l'âge de maturité, donc c'est 18 ans pour les femmes, pour les filles en l'occurrence, et puis c'est un petit peu plus pour les jeunes hommes, parce que eh bien, les jeunes hommes atteignent leur âge de maturité un petit peu plus tard que les filles. Et donc voilà, et donc ils sont sur une île en fait fermée où ils n'ont pas le droit de sortir, parce que si jamais ils sortent, eh bien ils vont diffuser ce fameux virus JL3, et vous l'avez compris, eh bien il y a des problématiques importantes au niveau de ce virus, parce que si jamais il se diffuse, eh bien qu'en est-il de la population de la planète qui va augmenter sans cesse sans jamais s'arrêter? Qu'en est-il de ces fameux fruits et légumes, comme je vous l'ai dit, qui ne donneront plus de fruits et de légumes parce qu'ils seront immortels? Et on ne sait pas bien en fait ce que ça va faire. Il y a tout un tas de problématiques autour de ça qui sont déjà indiquées sur l'île. Et donc, bon, sur l'île, eh bien, il y a des problématiques autour de la densité des gens, c'est-à-dire qu'à un moment, on met en fait des contraceptifs dans la nourriture, et puis à un moment, en fait, il y a un sage sur l'île qui décide de jeûner. Et donc, la jeunesse, qu'il aime beaucoup, ce sage, eh bien, décide de jeûner également. Et donc, du coup, comme les contraceptifs sont dans la nourriture, eh bien, du coup, si ces personnes jeûnent, elles n'ont plus les contraceptifs, et elles commencent à faire des enfants. Sauf qu'ils sont déjà serrés, en fait, sur l'île. Et donc, du coup, s'il y a d'autres enfants qui naissent, il va y avoir une densité trop importante, les gens vont être serrés, ils vont vivre d'une mauvaise manière. Voilà, la densité va être vraiment trop importante. Il faut qu'on empêche ces enfants de faire d'autres enfants. Il faut qu'on empêche les couples d'avoir des enfants. Et donc, il y a une problématique autour de l'avortement, parce que, eh bien, on va devoir avorter ces jeunes gens qui veulent faire des enfants, parce que, eh bien, sinon, il n'y aura plus de place sur l'île. Finalement, ces jeunes gens et ces jeunes femmes, aidées par leurs conjoints, veulent garder leurs enfants, et donc ils vont essayer de quitter l'île, en fait, parce qu'on veut les forcer sur l'île à avorter. Mais l'île étant entourée de militaires, rien ne doit sortir de cette île, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent, hein, comme Jeanne, quand elle est arrivée, eh bien elle rentre sur l'île, mais il n'y a absolument rien qui doit sortir de cette île. Et tout ce qui sort de cette île doit être brûlé, en fait, à une haute température pour que le virus ne se diffuse pas. Et donc, quand les enfants essayent de sortir, eh bien, ils sont brûlés. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Je ne vous raconte pas jusqu'à la fin, mais en tout cas, c'est l'histoire dans les grandes lignes. Et donc la problématique, eh bien vous l'avez deviné, la problématique principale de ce roman, eh bien c'est qu'en est-il en fait si jamais un jour on découvrait ou le virus ou la possibilité de l'immortalité? Eh bien il y a des problématiques qui se lèvent auxquelles on ne réfléchit pas en fait. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup aujourd'hui de technosciences, et on voit beaucoup d'entreprises comme Google et comme d'autres, voilà, les entreprises d'Elon Musk, courir après l'immortalité, mais on ne réfléchit absolument pas au niveau éthique et puis même au niveau rationnel, aux problématiques que va lever l'immortalité. Si on est immortel, ça veut dire qu'on ne meurt plus, et si on ne meurt plus, ça veut dire que si on fait des enfants, il va y avoir une densité de plus en plus importante sur la planète. Du coup, il va y avoir des tensions autour des ressources. Et puis l'immortalité, si elle se diffuse à tous les organismes, eh bien il n'y aura pas seulement que les êtres humains qui vont être immortels, il va y avoir les araignées, les insectes, tous ceux qui se reproduisent beaucoup plus rapidement que nous et qui ne prennent pas de contraceptifs. Et donc du coup, on va avoir des problématiques importantes d'espèces qui vont se reproduire beaucoup plus vite que nous et qui ne vont pas mourir. On peut parler des rats, on peut parler des araignées, on peut parler... Voilà. Donc, il y a beaucoup de problématiques auxquelles on ne pense pas. Donc, il va y avoir des vraies tensions au niveau des ressources, il va y avoir des vraies tensions au niveau de la place sur la planète, et puis il va y avoir des vrais problèmes philosophiques et éthiques, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus avoir d'enfants, on ne pourra plus passer d'une génération à une autre, il n'y aura plus de générations humaines, et s'il n'y a plus de générations, eh bien, qu'en est-il de l'évolution qu'il y a entre chaque génération, du renouvellement des gènes, du renouvellement des idées, du renouvellement de la fraîcheur de la jeunesse? Qu'en est-il de toutes ces choses-là? C'est vraiment très intéressant.
intéressant. Et donc c'est ces problématiques-là qui sont levées dans le livre et qui, je pense, sont intéressantes pour penser en fait toutes les problématiques autour de l'immortalité auxquelles on ne pense pas quand on pense rapidement à l'immortalité. Parce que quand on nous en parle comme ça, on nous dit est-ce que tu veux être immortel? Bah oui, bien sûr, moi j'aimerais bien vivre 200, 300, 1000, 2000 ans. Mais qu'est-ce que cela engendre en fait? Et c'est là qu'on voit que eh bien, l'humanité pourrait s'éteindre en fait de ce qu'elle devient immortelle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, si on n'a plus de ressources, eh bien l'humanité pourrait s'éteindre. Si on n'a plus de fruits et de légumes, l'humanité pourrait s'éteindre. Si on s'entretue les uns les autres par manque de place, l'humanité pourrait s'éteindre, surtout avec de forts moyens technologiques. Si même on arrive à faire en sorte que les végétaux eh bien, fabriquent des légumes et ne soient pas immortels, eh bien on aura quand même des tensions énorme sur les ressources, on aura toujours des gens qui se cacheront pour avoir des enfants et pour se reproduire, et donc du coup on va être de plus en plus nombreux sur la planète, et il va arriver un moment où on va manquer de place. Donc voilà, il y a des problématiques comme ça qui sont intéressantes. Et puis qu'en est-il du renouvellement des gènes? Si vous avez une maladie et que bien l'humanité est sensible à cette maladie, vos gènes n'évolueront pas, puisque eh bien, il faut une génération suivante pour que les gènes évoluent. Donc ça veut dire que notre biologie n'évoluera pas et qu'on restera sensible à certaines choses et qu'il n'y aura pas d'amélioration en fait, de notre patrimoine génétique. Donc il y a tout un tas de problématiques comme ça qui nous font comprendre qu'en réalité, il faut que les êtres humains soient individuellement mortels pour qu'il y ait une meilleure survie de l'humanité en tant qu'humanité. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif et il faut vraiment un roman avec le talent de Barjavel pour nous faire comprendre ça avec beaucoup de pertinence et avec vraiment une acuité qui force le respect. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et puis au niveau de la petite histoire entre Jeanne et Roland, il y a des problématiques aussi qui sont levées. C'est-à-dire que quand Jeanne retrouve Roland, elle est choquée parce que Roland en fait a eu le JL3, donc le virus de l'immortalité, et donc en 30 ans il n'a absolument pas vieilli. Alors que Jeanne, elle, a vieilli et puis elle a parcouru le monde en plus pour essayer de retrouver Roland. Et en fait, de cette lutte, elle a beaucoup vieilli, elle a beaucoup perdu, et si elle prend le JL3, eh bien le JL3 va la rendre immortelle, mais va la figer à l'âge où elle est. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, elle était amoureuse de Roland, sauf qu'aujourd'hui, elle a 30 ans physiquement, elle a 30 ans de plus que Roland, et si elle décide de prendre le JL3, eh bien, elle restera pendant 1000, 2000, 3000 années avec ce fameux différentiel au niveau de leur physique où elle a 30 ans d'une vie normale de plus que Roland et donc son physique est plus abîmé. Pour une femme, c'est quelque chose d'important dans une relation amoureuse parce qu'ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Voilà, tu l'as compris, Le Grand Secret est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui pose avec beaucoup d'acuité et avec beaucoup de talent eh bien, les problématiques autour de l'immortalité. C'est un livre qu'il te faut absolument lire, puisque l'humanité plus que jamais aujourd'hui court après l'immortalité. Eh bien, il faut commencer à se poser les questions qu'il y a autour de cette immortalité, des problèmes philosophiques, des problèmes éthiques, mais aussi des problèmes plus factuels, des problèmes plus concrets, et bien que lèverait pour nous l'atteinte de l'immortalité pour l'humanité. Alors Barjavel, c'est quelqu'un qui est assez, qui est assez décrié. C'est un penseur que l'on dit misogyne, que l'on dit ouais, sexiste. Et ça, c'est plus particulièrement eh bien, les jeunes lecteurs, vous savez, la jeunesse qui est influencée par la pensée woke et qui nous explique que eh bien, Barjavel, c'est quelqu'un qui est un misogyne, notamment parce que dans Ravage, il postule de l'effondrement de la civilisation et que si la civilisation s'effondre, eh bien, les femmes vont retourner au foyer, s'occuper des enfants, s'occuper de la nourriture et s'occuper du foyer, et que les hommes, eh bien, eux, qui ont une force physique plus importante, vont s'occuper du champ et de la sécurité en fait des fermes dans lesquelles ils vivront. Et de cela, eh bien évidemment, nos féministes actuelles qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, eh bien pensent que eh bien, Barjavel souhaite cela et que Barjavel est un misogyne, un vieux réac misogyne de son époque. Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'un vieux roman de SF, Ravage de René Barjavel. Mon avis sur Ravage. Il faut savoir que c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué étant ado et que j'ai
adoré pour le côté science-fiction, découvrir comment René Barjavel voyait le futur, parce qu'il faut savoir que le bouquin il est quand même sorti en 1943 de mémoire. Du coup il imaginait un futur dans 100 ans qui est assez bizarre et qui, avec notre regard de nous, personne de 2016, au final c'est assez marrant. Personnellement j'adore les récits de survie dans des mondes en ruine où tout fout le camp et les personnages sont complètement livrés à eux-mêmes. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'il y a des gros soucis dans ce bouquin, qui est notamment lié à la période, donc Seconde Guerre mondiale, Pétain, tout ça, puisque bon, racisme et sexisme font partie intégrante de l'histoire et sont absolument pas remis en question au cours du bouquin. Le traitement des femmes est absolument abominable. En gros, on les renvoie à leurs conditions de mère comme si elles ne pouvaient pas être autre chose. Et la morale de l'histoire, c'est le retour au patriarcat, le retour à la nature, à la famille, au cœur de tout, des idées très de Pétain, quoi. Voilà. Tout ça pour dire qu'à côté de tous les trucs positifs en matière de SF, on a des choses assez moyennes. Alors c'est pas si simple en fait, hein, parce que Barjavel par exemple, dans Le Grand Secret, eh bien justement critique la religion et la misogynie des religions. Il le fait également un petit peu dans Ravage. Alors il critique pas forcément la misogynie des religions, mais il critique en tout cas les religions. Donc pour moi, Barjavel c'est quelqu'un qui n'est pas fondamentalement misogyne, mais c'est quelqu'un en fait qui pense que la société traditionnelle avait un sens avant qu'advienne la technologie, avant qu'advienne la technique. Hein, pour toutes ces féministes qui font de grandes leçons de morale, eh bien j'attends de les voir conduire un bus qui aurait été construit en 1900 sans la direction assistée et sans toute la technique qu'il y a aujourd'hui. Je pense qu'on s'amuserait bien. Donc voilà, en fait, ces gens un petit peu légers sur Barjavel ne comprennent pas que la critique de Barjavel dans Ravage est de dire que la technique effectivement nous donne des choses, que la technologie nous donne des choses, nous facilite la vie, mais du coup elle nous facilite la vie, il y a un coût à cela en fait. C'est ce qu'il nous explique dans Ravage, et le coût de cela, eh bien c'est tout simplement que la technique nous ravit nos connaissances, et ces connaissances sont dorénavant détenues par des machines, par des ordinateurs, par des mémoires. Par exemple, les savoirs que nous ravit la technologie, eh bien c'est savoir comment aller chercher de l'eau, comment filtrer de l'eau, comment faire de la nourriture, comment faire pousser nos fruits et légumes. Tout ça est maintenant fait dans des espèces de grandes fermes-usines, et en l'occurrence dans Ravage, dans le livre, eh bien tout ça est fait directement dans des usines industrielles, c'est-à-dire que eh bien, les fruits et légumes ne sont même plus produits dans la terre. Et il nous dit, en gros, la critique de Ravage, c'est tout simplement de nous dire que si on va trop loin avec la technologie, et si on va trop en avant avec la technologie, eh bien la technologie risque de nous voler tous nos savoirs, et si jamais elle s'effondre, ça nous rend très dépendants en fait de la technologie, parce que si jamais elle s'effondre, eh bien nous n'aurons plus les savoirs impérieux pour notre survie, c'est-à-dire faire pousser nos fruits et nos légumes et faire du pain, enfin bref, ces choses-là. Et puis le fait que nous vivions avec la technique et la technologie nous donne beaucoup de confort, mais du coup ça nous rend faibles, parce que eh bien le corps est ainsi fait qu'il a besoin qu'on l'utilise, qu'on le frotte à la vie de la terre et qu'on le frotte à la difficulté, eh bien pour s'endurcir, pour s'affermir et pour devenir de plus en plus fort. Et donc eh bien moins nous avons de relations avec la terre, et moins nous avons à lutter, et plus nous sommes rendus faibles. Et voilà, c'est ce danger qu'essaye de mettre en avant dans Ravage eh bien René Barjavel. Et donc il a une critique en fait de la technologie qui est déclinée dans chacun de ses livres. Dans le grand secret, eh bien, par exemple, la problématique qui est levée, c'est tout simplement de nous dire que si un jour on découvrait l'immortalité, eh bien il y a des impensés en fait autour de l'immortalité. Parce que si nous découvrons l'immortalité, et imaginons, comme c'est le cas dans son livre, que l'immortalité soit un virus que l'on découvre, eh bien dans ce cas-là, eh bien l'immortalité va se répandre sur toute la Terre. Et si cette immortalité en fait touche tout le monde, les végétaux, les êtres humains, les insectes, les animaux, eh bien il va y avoir une population qui va être très dense sur la planète, à un point tel que eh bien il y aura des guerres parce que nous n'aurons pas assez de place, il y aura des tensions sur les ressources, et donc du coup il y aura des guerres qui vont mener à des exterminations partout sur Terre, et peut-être à l'extermination de l'humanité, que ce soit par l'humanité elle-même ou que ce soit par des animaux, parce que eh bien il y a des insectes qui se reproduisent plus vite que les êtres humains. Et si jamais eh bien, tous étaient immortels, imaginez-vous les araignées qui font des milliers de bébés d'un coup, eh bien imaginez-vous
si toutes ces araignées devenaient immortelles, ce serait tout de suite, enfin en tout cas au bout de quelques années, ce serait invivable en fait sur la planète. Si la civilisation continue à marcher comme elle le fait, elle va se casser la gueule. J'en suis toujours intimement persuadé. La civilisation court à sa perte. C'est le cri d'alarme de René Barjavel, un auteur renommé pour ses romans d'anticipation et de science-fiction. En 1971, il estimait avec gravité que la vérité première, la vérité la plus grave, et malheureusement le fait le plus difficile à combattre, que le malheur de l'humanité, c'est d'être trop nombreuse. Selon Barjavel, la surpopulation, en plus de provoquer de terribles famines, entraînera un mal encore plus grave, la pollution. Dans 20 ans ou dans 25 ans, nous risquons de voir ceux qui seront encore là, de voir les hommes crever, comme on voit aujourd'hui les poissons crever quand une rivière est polluée. C'est ça qui attend l'humanité. Crever de trop de pollution et de trop de technologie. Car depuis ses premiers écrits dans les années 1940, René Barjavel dénonce l'interconnexion croissante de nos sociétés. Imaginez ce qui se passe si tout à coup l'énergie s'arrête. C'est l'écroulement, c'est le commencement de la décomposition. C'est comme un corps où le sang ne circule plus. Une vision apocalyptique de l'avenir, même si Barjavel veut rester malgré tout optimiste. Il y aura toujours un espoir pour sauver l'humanité, celui de donner maintenant comme but primitif à toutes les recherches l'homme et l'entente, la communication et l'amour. René Barjavel meurt en 1985. Ses thèmes de prédilection restent plus que jamais d'actualité, à l'heure où les questions écologiques et technologiques occupent le centre du débat. Et puis dans les autres livres, par exemple dans La Tempête, eh bien, il nous met en garde contre le fait que eh bien, nous avons un petit peu au fond de nous-mêmes cette espèce d'intuition qu'on nous colle dans le cerveau depuis qu'on est enfant, que si un jour on arrivait à éteindre toutes les guerres dans le monde, eh bien, l'humanité vivrait d'une façon apaisée et que tous nos problèmes disparaîtraient. Sauf que si on vit sans guerre, ça veut dire encore une fois que l'humanité va grandir au niveau démographique de manière exponentielle, et que, eh bien, du coup, vu que les êtres humains n'auront plus trop à lutter pour vivre et qu'ils n'auront plus d'ennemis dans le monde, eh bien, la seule chose qui pourra être intéressant pour eux, c'est tout simplement de se divertir et de consommer. Et plus on consomme et plus c'est néfaste pour l'environnement, on le sait, plus c'est néfaste pour la Terre, plus c'est néfaste pour l'environnement dans lequel on vit. Et en fait, il nous met en garde contre ça, c'est-à-dire que on vit aujourd'hui des temps où il y a la guerre, et certes la guerre est terrible, la guerre tue des enfants, tue des femmes, tue des innocents, tue des civils, tue aussi beaucoup de militaires dans des conditions qui sont vraiment horribles, mais en même temps, s'il n'y avait plus de guerre, eh bien il n'y aurait plus de moyens de s'affermir, d'être fort, il n'y aurait plus cette compétitivité autour de la technologie, parce que eh bien, nous n'aurions pas besoin, en fait, nous aurions peur de la concurrence d'aucune nation, puisque de toute façon nous ne serions plus jamais en guerre, et donc du coup eh bien, l'humanité grandirait au niveau démographique de manière exponentielle et n'aurait plus trop de sens dans sa vie, si ce n'est consommer, se divertir. Cela abîmerait la planète, et pour ne pas abîmer la planète, eh bien, on rechercherait de nouvelles technologies. Mais il y a une autre problématique qui est montrée dans ce livre, c'est que en fait chaque nouvelle découverte vient régler un problème que posait une technologie, mais en créant d'autres problématiques. Pareil, allez voir en vidéo ce que je vous ai mis. Comme lien pour aller voir quelles sont de manière plus fine les problématiques levées dans ce livre. Mais voilà, ce sont les problématiques en fait qui sont levées dans La Tempête. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans tous ces livres, René Barjavel en fait nous met en garde contre la technique, la technologie, et contre ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, le progrès, qui est surtout un progrès technique où on ne parle pas beaucoup d'éthique et où on ne se projette pas en fait pour comprendre eh bien, quelles vont être les problématiques levées par les technologies que nous utilisons aujourd'hui, ou voir les technologies après lesquelles nous courons, comme par exemple aujourd'hui, on le sait, des entreprises comme Google ou des gens comme Elon Musk courent après l'immortalité, mais on n'a absolument pas pensé ce qu'il se passerait si un jour en fait on arrivait en fait à rendre les êtres humains immortels, ou plutôt amortels, c'est-à-dire que les gens pourraient mourir mais en cas de guerre ou d'accident, mais en tout cas d'eux-mêmes en fait leur corps ne se dégraderait plus, et du coup nous deviendrions immortels.
Donc voilà, il y a des gens aussi un petit peu feignants que j'ai vu sur internet, un petit peu intellectuellement paresseux, qui nous disent que Barjavel en fait est pétiniste parce que il nous parle de travail, de patrie, de famille. Bon, encore une fois, je pense que c'est des gens qui n'ont lu que Ravage, hein, parce que dans les autres livres, il ne met pas forcément en exergue ou en valeur la famille. Par contre, c'est vrai qu'il met en valeur la France. Est-ce qu'on est tout de suite d'extrême droite? Est-ce qu'on est tout de suite pétiniste quand on met en valeur le pays et la nation dans lequel on vit, ce pays et sa nation qui nous ont tout donné pour nous développer? Voilà, on est dans une ère, une ambiance un petit peu woke, un petit peu voilà, avec des gens qui ne pensent plus beaucoup. Non, Barjavel n'est pas pétiniste. Non, Barjavel ne déplore pas forcément le monde tel qu'il était avant. Il met simplement en garde contre la technologie et il met en garde aussi contre la destruction des familles et contre l'affaiblissement des êtres humains à cause de la technique et à cause des technologies et du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien que nous perdons des savoirs ancestraux. Nous perdons des savoirs traditionnels qui sont pour nous quand même des savoirs qui sont impératifs pour notre survie si un jour la technologie venait à s'effondrer pour X ou Y raison. Voilà. Donc je voulais parler comme ça rapidement de Barjavel. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut impérativement lire Barjavel. C'est vraiment un auteur qui est intéressant, surtout dans la société d'aujourd'hui où les dystopies qu'il imagine eh bien, commencent à prendre forme dans la société actuelle. Et donc du coup, eh bien, il lève des problématiques auxquelles nous ne pensons pas encore aujourd'hui et qui sont des problématiques au niveau moral, éthique, mais même au niveau rationnel, qui sont des problématiques fondamentales. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai pu vous convaincre qu'il faut absolument lire René Barjavel, que René Barjavel n'est absolument pas misogyne, qu'il n'est pas pétiniste non plus et qu'il a fait des dystopies intéressantes pour notre réflexion aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à la partager si vous voulez faire connaître eh bien, les livres de Barjavel et la pensée de Barjavel à d'autres personnes et puis n'hésitez pas également à participer financièrement si vous voulez avoir de plus en plus de vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, salut!